Euh, Comme vous le constatez, projeté sur mon écran, le thème de ce webinaire, c'est rendre les résultats des évaluations plus accessibles pour une meilleure utilisation dans la prise de décision en Afrique francophone. Les leçons apprises de l'expérience de la métasynthèse des évaluations à Madagascar. Je suis Francine Ada, désolée, je suis chargée junior du développement des capacités en suivi et évaluation au sein du projet CLIE, qui est un centre de renforcement des capacités en évaluation et gestion de la performance basée au CESAC. Euh, de plus en plus, on se rend compte que la culture évaluative, la fonction évaluative est davantage prônée en Afrique francophone. La prise de décision est au centre même des priorités du CLIE. Ce que nous, on promeut, c'est accompagner les États à à mettre sur pied des projets, des politiques basées sur des preuves. Et grâce à des stratégies telles que la métasynthèse, il est fort probable de pouvoir aboutir à des résultats, à des données qui pourront aider nos États à prendre des décisions. C'est au cours d'un ensemble de réflexions que nous avons décidé de réunir un ensemble de panélistes de renom au regard de leur expertise dans des thématiques variées, dans des secteurs diversifiés, que nous avons pensé à concevoir cette thématique. Et compte tenu également de l'une des missions du CLIE avec UNICEF Madagascar. Voilà, autour de ce panel, nous aurons tout d'abord Monsieur Yann Obwood. Donc, Monsieur Obwood est un spécialiste en suivi et évaluation. Il totalise près de 35 années d'expérience. Monsieur Obwood a travaillé avec UNICEF, où il a été le représentant au Sénégal, en Guinée et en Zambie. Monsieur Obwood, très souvent, il a fait des formations en sciences politiques à Paris, à l'UCAD, à l'ENAP, et il a effectué des missions de consultation avec le CLIE, bien évidemment, dans le cas présent. Monsieur Obwood s'intéresse à la politique, pardon, il s'intéresse aux politiques et aux systèmes nationaux d'évaluation. C'est un acteur principal, il est membre d'honneur à l'Association sénégalaise d'évaluation Sénéval. Dans le cadre de ce panel également, nous aurons Madame Ibrahim Abba. Elle est titulaire d'un master en sciences du management et de la décision obtenu au CESAC. Madame Awa totalise plusieurs années d'expérience dans le domaine du suivi et évaluation, notamment dans les secteurs tels que l'énergie, l'agriculture et l'éducation. Actuellement, elle occupe le poste de chargée junior du développement des systèmes nationaux d'évaluation au sein du projet CLIE. Elle travaille dans des pays tels que le Togo, le Congo et la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi l'immense honneur d'avoir dans ce panel le docteur Lucas, qui est titulaire d'un doctorat en études du développement de l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Il possède plus de 15 années dans la recherche universitaire et la coordination scientifique et travaille actuellement comme consultant dans le domaine de la coopération du développement international. Également, M. Nirin Driakita, qui est un spécialiste en recherche et évaluation avec plus de 15 années d'expérience. Dans le cadre de ce panel, M. Niri portera la casquette de l'un des commanditaires de cette métasynthèse. Donc, il a une très forte compréhension des méthodologies de recherche qualitative et quantitative. Il a dirigé de nombreux projets avec un très fort impact à l'UNICEF. Comme autre panéliste, nous avons Madame Sekula. Elle est consultante et experte en santé publique avec près de 12 années d'expérience en gestion de projets de santé publique à l'échelle internationale. Elle dispose d'expériences avérées dans la conduite des métasynthèses d'évaluation dans plusieurs secteurs tels que l'éducation, la santé et la protection sociale. Nous avons eu l'immense honneur d'avoir Madame Sekula comme consultante dans le cadre de la réalisation de la métasynthèse à Madagascar.
et ainsi présenter l'ensemble des panélistes qui vont nous entretenir pendant 1h30 sur un partage d'expériences, les leçons apprises de la réalisation de la métasynthèse à Madagascar. J'aimerais introduire le tout premier panéliste qui est Monsieur Oboud, qui va, au regard de sa casquette et de son nombre d'années d'expérience, nous présenter un tout petit peu, en 10 minutes, les enjeux de la prise de décision basée sur les preuves en Afrique francophone. Monsieur Oboud, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Peut-être on peut couper le partage d'écran maintenant. Comme ça, on voit un peu qui lève la main, qui est là, qui n'est pas là. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Ça se passe bien? Oui, OK. Donc, je vais être bref parce que je pense que on m'a demandé de dire quelques mots sur la prise de décision, l'utilisation d'évidence. Je pense que le cœur de la session aujourd'hui, pour moi, c'est les trois acteurs qui sont des autres panélistes qui ont mené une métasynthèse au Madagascar parce que dans ce monde actuel et dans le monde de l'évaluation et autres, on aime bien parler de méta synthèse, il y a d'autres phrases aussi, systematic reviews, review systématique, meta-analyse, etc. Et un certain nombre de conclusions, un certain nombre de leçons, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'évaluations et des études, n'est-ce pas. Donc, on parle de cela très facilement, mais comme toujours, je pense, dans ce monde, le vrai défi, c'est comment appliquer ça, comment mener dans un contexte précis, n'est-ce pas, pour aboutir à un produit utilisable et utile, n'est-ce pas, pour l'objectif que nous poursuivons dans ce panel. Et l'objectif, comme vous avez vu dans l'annonce, n'est-ce pas? L'objectif, c'est d'inspirer, informer les praticiens, les chercheurs, les décideurs sur la manière d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation des résultats d'évaluation pour des décisions, n'est-ce pas? Donc, c'est cette question d'utilisation d'accès pour les acteurs. Donc, je pense, pour moi, c'est l'aspect central. Et je vais me limiter peut-être à 4 points. Et je pense que les points seront repris par des autres présentateurs directement ou indirectement. Et ça permet de contextualiser notre discussion. Parce que, je répète, notre discussion, c'est toujours comment les résultats de ces synthèses, de ces métasynthèses, comment ils sont utilisés, comment ils alimentent les décisions, n'est-ce pas, qui changent la vie des populations, qui améliorent les performances des programmes. J'ai quatre points. Le premier point, c'est la qualité des évaluations. Et je ne sais pas dans quelle mesure ceci vous a posé des questions dans cet exercice au Madagascar. Parce que le peu que je sais dans les évaluations qui sont conduites, surtout dans le domaine de l'enfance et la jeunesse, que je connais relativement bien, les évaluations qui sont conduites ont souvent des limites très, très sérieuses, n'est-ce pas? Au point de vue de leur contenu, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller dans tous les problèmes, tous les défis, n'est-ce pas? Mais souvent, il y a un problème de la qualité de la littérature, le manque de créativité en matière de méthodologie, une participation très limitée des parties prenantes et surtout des enfants et des jeunes, n'est-ce pas? Des conclusions relativement banales, n'est-ce pas? Le problème, c'est la coordination. Donc, recommandation, conclusion, il faut renforcer la coordination aux leçons apprises, les choses marchent bien quand il y a la participation des populations, quand il y a n'est-ce pas, la participation communautaire. Donc, quand même, qu'il y a une limite, n'est-ce pas? Et ce sont des évaluations par conséquent qui peut-être ont une valeur pour ceux qui sont impliqués dans la conduite. Ça peut aider dans la mise en œuvre, ça peut permettre à clarifier un certain nombre de questions, mais il y a vraiment une limite stricte, n'est-ce pas? Donc, la qualité d'évaluation peut varier, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une question? Est-ce que vous avez éliminé quelques évaluations en faisant votre étude? La deuxième chose aussi, n'est-ce pas? C'est derrière la qualité des évaluations, il y a la qualité des programmes et des projets, n'est-ce pas? Et il faut dire qu'on est frappé par le fait que
fait toute la bonne volonté du monde, et je félicite l'UNICEF pour toutes les bonnes choses que l'UNICEF est en train de faire au Madagascar et ailleurs, et tout l'engagement dans son personnel. Mais parfois, la conception même des projets, des programmes, n'est-ce pas, nous présente quelques problèmes. Il y a des objectifs qui sont parfois pas très réalistes, guidés par un certain nombre d'objectifs globaux, où il y a, dès le début, il y a un déséquilibre entre les moyens mis en œuvre, les stratégies, n'est-ce pas, par rapport à ces objectifs, n'est-ce pas? Et je pense aussi dans la conception des programmes, la prévision même d'évaluation et même la prévision pour les prochaines étapes. Qu'est-ce que nous sommes en train de prouver? Quelles sont des perspectives de passer à l'échelle? Quelles sont des stratégies qu'il faut déjà intégrer de manière explicite? Parfois, c'est un peu faible, à la fois dans les projets et programmes, mais aussi dans les évaluations, n'est-ce pas? Donc, il y a une interaction entre euh, les qualités des programmes et des projets et aussi les défis pour l'évaluation, n'est-ce pas? Et je pense que les choses, et peut-être au cœur de la question, quelquefois, avec des projets et des programmes, c'est la faible analyse. Quel est le problème que nous essayons d'adresser, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons vraiment pris le temps de mettre les paramètres autour, de connaître toutes les dimensions des facteurs causaux, etc. Donc, il y a des défis qui sont un peu, n'est-ce pas, upstream. On l'a dit en allemand, je pense, en français, n'est-ce pas? Le troisième facteur dans ce genre d'exercice, on dit satisfaire des besoins, des utilisations par des praticiens, des chercheurs, des décideurs. On peut ajouter des politiciens, on peut ajouter des donateurs, etc. Que chaque catégorie d'utilisateurs n'a pas les mêmes besoins, n'a pas besoin de la même information, n'a pas la même échelle temporelle, n'a pas les mêmes moyens. Et ce qui est intéressant pour un gestionnaire du projet précis par rapport à quelqu'un qui planifie des stratégies, etc., par rapport aux bénéficiaires, etc. Donc, il y a cette question de diversité, n'est-ce pas, qui pose un problème et je pense que ça va au cœur de cet exercice de métasynthèse, n'est-ce pas? Par exemple, je pourrais demander à l'UNICEF et aussi aux consultants, dans quelle mesure vous avez certainement en vue l'utilisation, mais dans quelle mesure vous avez été en position de vous assurer que vraiment les utilisateurs principaux sont impliqués depuis le départ dans toutes les étapes, n'est-ce pas, pour être sûr que vos dépenses à la fin et votre produit à la fin soient vraiment le plus utile que possible, n'est-ce pas? Et puis, la quatrième chose, et c'est très lié à mes points précédents, je pense aussi, ce que nous avons tendance à sous-estimer, nous sommes dans le monde de la complexité, n'est-ce pas? Tout change, tout n'est pas stabilisé, n'est-ce pas? On traite des problèmes qui bougent, c'est des problèmes multicausaux, multi-acteurs, multidimensionnels. Il n'y a pas toujours un consensus. Qu'est-ce que c'est le problème? Il n'y a pas une seule solution, n'est-ce pas? Donc, parfois, on cherche une formule ou une bonne pratique, etc. Mais en fait, il n'y en a pas en réalité. Parce que, comme quelqu'un a écrit sur la complexité, qui a dit, le problème, les solutions d'aujourd'hui, c'est le problème de demain. Et on peut très bien penser à un certain nombre des exemples de cela, même dans le domaine de l'enseignement, n'est-ce pas? La solution d'aujourd'hui, mettre tous les enfants à l'école primaire, c'est le problème de demain, n'est-ce pas? La qualité, la poursuite, niveau secondaire, etc., n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on est dans un monde, et aussi dans un monde, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, il faut que tout le monde accepte de vivre avec les ambiguïtés, avec les incertitudes. Donc, je pense que votre exercice de métasynthèse peut produire un certain nombre d'analyses sur des bonnes pratiques, en guillemets, et c'est surtout pour moi de nous avertir au moins sur le type de problème on va rencontrer ou les pièges éventuellement qu'il faut éviter, tout en reconnaissant que chaque démarche, à chaque niveau, à chaque moment, est vraiment conditionnée par le contexte, par les acteurs. Il n'y a pas une seule formule qui passe partout et c'est beaucoup plus d'outiller des acteurs, d'avoir une espèce d'apprentissage continu. C'est pas? On apprend en faisant, n'est-ce pas? Et on accepte un certain nombre des choses, des ambiguïtés. Et le mot d'ordre, pour moi, c'est adaptabilité, n'est-ce pas, et inclusivité, etc. Donc, je pense que je m'arrête là. Et comme je répète, je demande à l'équipe, est-ce que vous avez eu un problème dans la qualité des évaluations? Est-ce que vous avez éliminé certains?
au début ou plus tard dans votre processus, n'est-ce pas? Quel était le processus d'implication des usagers depuis le départ? Et peut-être aussi, surtout pour nos amis de l'UNICEF Madagascar, quelles sont les prochaines étapes? Parce que d'avoir un produit, et c'est ça l'objet aujourd'hui, on ne peut pas discuter, on ne peut pas spéculer pour l'avenir. On n'a pas encore mis en application les produits de cet exercice, si j'ai bien compris. Mais au moins, aujourd'hui, vous allez nous montrer les outils et peut-être après, l'UNICEF va nous dire, maintenant nous avons les outils, on a réparé la voiture, l'UNICEF va me dire où est-ce qu'on va la conduire, n'est-ce pas, pour les prochaines étapes. Donc, je vous remercie infiniment pour le temps de vous m'avoir accordé et j'attends avec beaucoup d'anticipation les présentations. Je vous remercie et bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur Ormuz. Merci beaucoup pour votre présentation très brève, mais aussi euh, très riche. Donc, ce qu'on doit retenir de votre présentation, déjà, c'est que nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement. Nous sommes dans un monde complexe et on ne peut apprendre qu'en faisant. Vous avez relevé plusieurs défis, notamment plusieurs, plusieurs défis auxquels notamment on fait face. Vous avez relevé la qualité de la revue de littérature, la participation limitée des jeunes et des enfants, bien évidemment compte tenu de votre engagement pour l'implication de la voix des enfants dans les évaluations et projets. Vous avez également parlé de la qualité des évaluations, la qualité des programmes, la faible analyse de la qualité des problèmes que nous voulons adresser. Je pense que avec tous ces différents défis, Monsieur Nirine pourra en revenir davantage dans le cadre de la métasynthèse que le CLIE a bien évidemment eu à conduire à Madagascar. Monsieur Nirine, je partage votre présentation afin que, voilà. Merci beaucoup, Madame Francine. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir de pouvoir participer à ce panel. Et je dois quand même un peu corriger un peu. En fait, je ne suis plus à l'UNICEF Madagascar. Et si je participe dans ce panel, c'est partager mes expériences, mes connaissances dans ce projet de métasynthèse, en fait. Alors, ma présentation, ce sera beaucoup plus pour partager le contexte de pourquoi on a mis en œuvre ce projet-là. Et dans la conception de ce projet de métasynthèse, de vous expliquer aussi la stratégie qu'on a eue dans la conception même du projet. Donc, c'est sur ces deux points-là que je vais partager. Et aussi, dans le déroulement, je vais essayer d'apporter certains points qui, qui donnent certains éléments de réponse aux questions posées. Alors, slide, s'il vous plaît. Alors, peut-être hein, c'est important de situer ce projet de bêta-synthèse dans un cadre plus global, pas très global, mais au niveau national. Alors, en fait, à l'UNICEF, nous avons certaines activités qu'on appelle le renforcement des capacités nationales en évaluation, des activités NICD, en fait. Donc, historiquement, vers 2020 jusqu'en 2022, nous avons beaucoup investi là-dedans. Et surtout dans les diagnostics. On a commencé par un diagnostic de capacité nationale, en fait. Et on a mélangé plusieurs types d'activités, les sensibilisations, informations, deux vagues de formation aussi qui touchaient, ciblaient spécifiquement les commanditaires des évaluations, c'est-à-dire auprès des ministères,
Et en même temps aussi, on a touché les fournisseurs de services d'évaluation, donc les évaluateurs. On a eu 2 vagues de formation. Et puis, en termes d'institutionnalisation de l'évaluation, on a appuyé les institutions nationales à, à faciliter les consultations nationales pour le design de la politique nationale de l'évaluation. Donc, ce fut un gros chantier dans tous les sens, un peu, si je peux dire comme ça. Et en 2023, en fait, après qu'on a eu le draft de politique nationale de l'évaluation, que c'était beaucoup plus clair, euh, quels sont les mandats des différentes institutions et tout cela, on s'est assis ensemble encore autour d'une table entre tous les acteurs, l'UN, les banques, les ministères et tout cela, les OSC, les universitaires. On a dressé un feuille de route pour voir comment on peut opérationnaliser l'esprit de la politique nationale de l'évaluation. Et c'est dans ce feuille de route-là, cette feuille de route-là, qu'on a évoqué pour la première fois la priorisation de tout ce qui est dissémination et de gestion de connaissances, c'est-à-dire faciliter le rendre disponible auprès des décideurs, auprès des utilisateurs, auprès des concepteurs de programmes, les résultats des évaluations. C'est vraiment spécifique à l'évaluation. Et en même temps aussi, dans cette période-là, nous avons eu un nouveau cadre de planification, en fait, à l'UNICEF du côté global. L'esprit, c'est de rendre un peu plus agile le mode de planification, la conception des programmes de coopération. Et aussi, au lieu de faire des analyses très lourdes, c'est de faire des synthèses. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, au niveau global et national, que ce projet a commencé à voir le jour. Prochaine slide, s'il vous plaît. OK. Retourner un slide. Retourner un Parlez un slide. peu plus fort, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. Revenir d'un slide, s'il vous plaît. Voilà, OK. Alors, c'était le contexte national, mais maintenant, contexte interne à l'UNICEF Madagascar. Je suis plus de Madagascar. On a piloté en fait une base de données bibliographique, une base de données bibliographique qui est interactive, qui a été conçue pour faciliter la recherche des données et documents disponibles sur une thématique spécifique en fonction de l'année, en fonction des zones géographiques, en fonction des différentes thématiques, des méthodes aussi. On était allé très loin dans les méthodes. Et au niveau quand il est venu ce nouveau plan stratégique global, ce projet de base de données bibliographique était tellement contraignante qu'on ne pouvait pas avoir une flexibilité. En fait, là, c'était un gros problème que je vous partage. Il faut penser à la flexibilité. Là, ce n'était pas flexible, donc il n'était pas possible de reprendre là où on était s'il y a des changements. Alors que le nouveau plan stratégique global de l'UNICEF demandait des nouveaux types d'informations qu'il faudrait aussi intégrer. Donc, c'était un gros souci en ce temps-là. Et donc, oui, j'ai déjà cité le dernier point, mais en gros, c'était un contexte qui nous a permis qu'il nous forçait quelque part à penser autrement et essayer d'innover en termes
essayer d'innover en termes de solutions pour la gestion de connaissances. OK, prochaine slide. D'accord, Monsieur Un peu plus Nivion, fort, Nyari, s'il vous plaît. Un peu plus fort, Oh là là. si vous pouvez l'audience. Un parler peu plus un fort. peu plus fort parce qu'il y a des réactions Oui, dans le oui. chat. Ils ne vous entendent pas bien. Merci. Ah, d'accord. OK. Et là, est-ce que c'est mieux? Alors, le fondement de ce projet de gestion de connaissances, enfin, du métasynthèse, c'est que dans la première expérience en base de données bibliographiques, ce qui nous a vraiment frappé, c'est que ça prend beaucoup de temps de pouvoir traiter les informations et les rendre au format adapté pour pouvoir ensuite les manipuler et le rendre beaucoup plus accessible. Ça nous prend beaucoup de temps. Et en même temps aussi, il fallait penser à la viabilité, en fait, de pouvoir continuer à travailler sur les rapports d'évaluation et de recherche. Alors, l'objectif, les fondements aussi de ce projet de recherche, c'est de pouvoir rendre soutenable l'activité de traitement des informations issues des évaluations et des recherches. Alors, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir externaliser cette fonction et aussi le mutualiser parce que si on reste dans notre bulle, on fait notre travail, c'est pas très riche comme exercice. Donc, un des objectifs clés de ce projet était de l'externaliser et de mutualiser. Et en même temps aussi, hein, il faut admettre que à Madagascar, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont vraiment diplômés, master, DEA, doctorat, mais en même temps, quand on cherche des services de métasynthèse ou bien d'autres services, il y en a très peu qui sont capables de fournir ce service-là, qui revient un peu au problème soulevé par Yann sur la qualité des évaluations, la qualité même des informations et tout cela. Mais moi, je dirais plutôt la disponibilité. Est-ce que le- les ressources humaines disponibles sont déployables pour faire des métasynthèses? Donc, c'est de là qu'est le problème central qu'on a voulu traiter, un moyen, une méthode, un protocole pour transmettre, d'abord transmettre nos attentes, faire comprendre aux partenaires nos attentes en termes de besoins d'informations. Quelles informations sont sensibles pour nous, qui sont les plus utiles? Donc, c'est de là d'abord. Et puis, à part cela, un des objectifs, ça devrait être rendre auditable, vraiment vérifiable et homogène le processus de traitement de ces informations. Pour faire les métasynthèses, ça doit être vérifiable d'un bout à l'autre, le processus. C'était ça aussi les objectifs. Et surtout, rendre flexible en termes de timing et en termes de scope. Je m'explique, en termes de timing, les décideurs n'ont pas 3 mois, 6 mois, 9 mois pour pouvoir prendre une décision. Il faut un temps assez court. Donc, il faudrait que le métasynthèse, la méthode utilisée pour la métasynthèse, nous permette d'avoir une flexibilité sur le timing pour pouvoir honorer la solution aux besoins des utilisateurs. Également, flexibilité en termes de scope.
si à un moment ou un autre, on voudrait élargir le scope de la synthèse, ça devrait être une méthode qui permettrait, sans revenir à zéro, d'intégrer plus facilement les informations, les nouveaux éléments de focus pour pouvoir répondre à ces besoins. Yann disait flexibilité. C'est vraiment c'était vraiment les éléments clés de les fondements même de ce projet de métasynthèse. Dernier slide, s'il vous plaît. Dernier slide, s'il vous plaît. Voilà, OK. Alors, la stratégie, non, le slide d'avant, pardon. La stratégie qu'on a imaginée dans la conception de ce projet, c'était partir en fait des méthodologies de revue systématique, de métasynthèse déjà existants dans le monde académique en fait, et adapter les besoins spécifiques de la programmation, de plaidoyer ou les besoins des utilisateurs. C'était ça d'abord, la stratégie. Et pour rendre auditable les traitements des informations, on a essayé d'emprunter la méthode de coding, le codage des informations, qui c'est une pratique très déjà répandue dans les revues de littérature, dans les recherches qualitatives, et tout ça. Ce sont des techniques qui sont déjà assez répandues. Et maintenant, pour s'attaquer à la flexibilité, c'est de rendre possible le morcellement des tâches quand on fait quand on fait des métasynthèses. Et enfin, qui répond un peu à la prochaine étape, c'est en fait l'idée est maintenant que le protocole est stable. On est passé par beaucoup de choses, hein. Tester différentes versions, tester différentes organisations. Mais là, je pense qu'on est arrivé sur un protocole assez stable qui est viable. Et la prochaine étape, je dis prochaine étape, mais c'était ce qui était déjà venu au départ, c'est de cibler des universités, des laboratoires de recherche qui ont en fait ce travail de revue, de documents, de recherche et tout cela pour être des futurs partenaires en termes de gestion de connaissances et mutualiser un peu la connaissance disponible et avancer en s'améliorant. C'était ça en fait l'idée. Donc, bon, je dis toujours prochaine étape, c'est de former et accompagner ces partenaires-là et toujours continuer à expérimenter et d'une manière agile, adopter vraiment, bon, je dis agile, mais c'est beaucoup plus flexibilité, revue, documenté, adapté, c'est un peu ça l'esprit derrière le concept d'agile. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'esprit même de ce projet. Voilà, et merci. Le dernier slide, c'est juste pour le remerciement. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Nivine. Donc, c'est ce qu'on doit retenir principalement de votre présentation, c'est les défis que vous avez énumérés. Notamment, vous êtes revenu sur la question du temps, dans la question du temps qui est un véritable défi dans la mise en œuvre de ce projet. Vous êtes également revenu sur la manipulation des données. Et voilà, on peut encore faire la liaison avec la notion du temps parce que manipuler les données, ça nécessite également
un temps important. Euh, L'objectif principal, c'était d'externaliser, de mutualiser euh, les connaissances et les principales stratégies que vous avez mises en œuvre pour pouvoir atteindre vos objectifs sont passées notamment par la formation, l'accompagnement et voilà. Et vous êtes revenu sur, comme principale stratégie, rendre audibles les différentes connaissances, notamment à travers le coding. Je crois qu'on reviendra sur cette notion dans très peu de temps avec la présentation d'un des autres panélistes. Je voudrais faire une très brève transition avec la question qui est posée dans le chat. Ça permettra de directement introduire. Notamment, c'est quoi une métasynthèse? Euh, il voudrait avoir une précision conceptuelle de la notion même de métasynthèse. Et avec la présentation du binôme Madame Florence et Lucas, je pense que les participants auront un peu plus ample information sur ce qu'est la métasynthèse, comment on conduit une métasynthèse, il faudrait lever l'équivoque, peut-être embrayer directement sur la présentation entre une métasynthèse et un résumé. Donc, Madame Florence, cette présentation, je pense elle est à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction. En effet, la question dans le chat fait une introduction vraiment pertinente à notre présentation, à Lucas et moi-même, qui sera donc une présentation à deux voix. Donc, Nirine nous a présenté la vision du projet au niveau de l'UNICEF. Et nous, on a essayé de faire la réalisation de cette vision. Donc, on était toute une équipe de travail avec le CLIR. Voilà, il y avait de nombreux participants au CLIR, Lucas et moi-même. On a travaillé en équipe pour mener à bien cette vision. Et surtout, ce qui était intéressant, comme l'a dit Nirine, c'est que ce qui était intéressant, c'était autant la production de données de métasynthèse, donc un nouveau savoir, que le développement d'un protocole de formation. Donc, il y avait vraiment ces deux aspects l'aspect du contenu des évaluations, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau en lisant ces rapports, mais aussi comment on transmet le savoir-faire d'une métasynthèse à des jeunes chercheurs, à une équipe de jeunes chercheurs. Vous verrez que dans notre présentation à deux voix, il y a toujours ces deux éléments, c'est-à-dire comment on conduit la métasynthèse, mais comment aussi on forme les chercheurs à la métasynthèse. Diapo. Donc voilà, pour répondre à la question dans le chat, je vais commencer par quelques définitions pour cadrer un peu la notion de métasynthèse. Donc je commence par une définition qui est peut-être un petit peu barbante, un petit peu scientifique, mais on va aller dans la simplification après. Donc dans la littérature, on peut trouver cette définition de la métasynthèse qui est en fait un ensemble de méthodes qualitatives d'analyse secondaire qui cherchent à aller au-delà de la simple addition de résultats pour obtenir une transformation, une réinterprétation qui permettra d'avancer plus en avant dans la compréhension. Donc, je vais souligner pour moi ce qui me semble des mots-clés. Donc déjà, on parle d'une approche qualitative. Il y a des évaluations qui peuvent avoir des approches mixtes, quantitatives. Ici, on est sur du qualitatif, de la revue documentaire. On va au-delà de la simple addition de résultats. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que constater, il y a une réinterprétation, on vient rajouter du sens. Ce qu'on obtiendra à la fin de la métasynthèse, c'est il y a plus de sens que l'addition de tous les rapports qu'on a évalués. Ça, je trouvais ça intéressant. Et finalement, ça nous permet d'avancer dans la compréhension d'un certain sujet. Pour répondre aussi au point soulevé par Yann concernant l'utilisation de ces données pour la prise de décision, c'était très clair dans notre mandat que cette métasynthèse, en fait, elle répondait à une question de recherche. Et une question de recherche qui a été définie avec l'UNICEF. On a vraiment posé la question à l'UNICEF, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? L'UNICEF nous a dit, voilà, il y a tant de rapports d'évaluation, on vous les soumet,
vous en faites une métasynthèse, vous développez un protocole de métasynthèse. Et nous, dans la discussion avec l'UNICEF, on a dit, d'accord, mais on répond à quelle question de recherche? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Il y a tellement de choses, il y avait de nombreux rapports. Donc les questions, par exemple, à travers ces rapports d'évaluation qu'on a étudiés, ça pouvait être quelles interventions ont donné des résultats contribuant à l'atteinte des objectifs? Pour quelles raisons? Dans quelles circonstances? Quelles sont celles qui n'ont pas été performantes? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Voilà, on a cherché ensemble à répondre à ces questions de recherche. Diapo. Ici, je veux encore revenir un petit peu sur la définition méthodologique de la métasynthèse, parce que du coup, dans nos échanges avec les jeunes chercheurs et dans cette logique de transmettre le savoir-faire d'une métasynthèse aux chercheurs, on a eu pas mal d'échanges et pas mal de discussions. Finalement, c'est quoi une métasynthèse? Est-ce que c'est un résumé? Non, c'est pas un résumé. Donc, c'est des tas de questions qu'on a eu à traiter ensemble. Donc, non, la synthèse, c'est pas un résumé. Le résumé, ça concerne un seul document. Il s'agit juste, en fait, de condenser un texte. On a un texte, on en fait un plus petit texte. Le sens ne change pas. Ça, c'est un résumé. Par contre, une synthèse, ça met en commun l'information de plusieurs documents. Et donc, du coup, ça apporte une réinterprétation. Ça nécessite de faire converger des points de vue, de faire de la nuance, de mettre en parallèle différentes informations. Donc, ça ajoute du sens. Il y a une réinterprétation, il y a une nouvelle production de texte. Donc, avec mes petites pièces de puzzle, là, c'est cette idée de, on a un document qui nous dit rouge, on a un document qui nous dit bleu, et ben la métasynthèse, finalement, doit nous dire violet. C'était ça l'idée. Et donc, j'insiste vraiment sur cette idée de produire de l'information nouvelle. Et ça implique aussi, du coup, méthodologiquement, en lisant les rapports d'évaluation, de savoir sélectionner l'information, de l'analyser et de la classer, toujours dans l'optique de répondre à une question de recherche. Diapo. Donc, on vous présente ici un petit peu les grandes étapes qu'on a suivies pour réaliser la métasynthèse pour l'UNICEF. Donc, c'est des étapes méthodologiques, c'est des étapes aussi de formation, puisqu'on a ces deux enjeux dans le projet. Donc, on va les balayer ensemble. Donc, on a d'abord réfléchi à la composition de l'équipe, et ça fait lien avec ce que Nirine disait par rapport au morcellement des tâches, comment on se répartit un petit peu les fonctions pour réaliser une métasynthèse. La sélection des évaluations, et là, on va aborder la notion de qualité des rapports d'évaluation que soulevait Yann. Lucas pourra faire un zoom méthodologique, du coup, sur tout ce qui est bibliographie et codage et processus de codage. À la suite de quoi, je ferai un zoom méthodologique sur la méthodologie de synthèse elle-même, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a codé les informations et comment ça devient une synthèse. Et on parlera un petit peu d'assurance qualité et quelques leçons apprises. Diapo. Donc à nouveau, on était toute une équipe pour réaliser cette métasynthèse pour l'UNICEF. Une métasynthèse, moi j'ai eu à réaliser des métasynthèses où j'étais seule à le faire, ou bien on était deux. Donc on a à la maîtrise développé un protocole pour former des jeunes chercheurs. Donc on est venu à analyser des fonctions et des rôles dans l'équipe très vite, puisqu'on avait une grosse base de données avec beaucoup de rapports. Il s'est posé la question d'avoir un coordinateur qui puisse centraliser cette base de données, faire l'archivage, le suivi des tâches. Donc, très vite, il a émergé un coordinateur de projet, d'équipe. Je pense que Lucas et moi, on a joué le rôle finalement de superviseur pour l'assurance qualité. Les processus d'assurance qualité dans une métasynthèse, ils sont très importants. Il ne s'agit pas d'être tout seul à faire l'exercice. C'est toujours bien de pouvoir échanger en équipe, de faire des choses en binôme, d'avoir quelqu'un qui revoit la qualité de ce que vous faites. C'est pour ça que le travail en équipe et de relecture, de vérification était important. Et il y a la fonction de codeur et rédacteur de synthèse. C'est vraiment la fonction du chercheur qui va lire son rapport, ses rapports, coder, faire la synthèse et rédiger la synthèse. Et nous, on a opté pour du travail en binôme afin d'avoir un processus d'assurance qualité entre deux personnes. C'est-à-dire qu'une personne faisait une métasynthèse et son binôme pouvait relire et avoir une perspective critique en vue d'améliorer ce que la personne avait fait.
Diapo. Alors là, je passe rapidement la sélection des évaluations pour la métasynthèse. Et ça fait écho à ce que Yann disait sur la qualité des rapports. Donc nous, l'UNICEF nous a donné la liste des rapports qu'on devait inclure dans la métasynthèse. Je sais qu'à leur niveau, le travail a été fait de réfléchir à la sélection, l'inclusion des rapports. Il y avait des paramètres clairement établis de leur côté, notamment une ligne de temps. Je crois qu'on était sur des rapports entre 2015 et 2021, des rapports de certaines agences à Madagascar. Tous les programmes sectoriels étaient couverts. Donc voilà, ici, en fait, on parle de critères de sélection et d'inclusion des rapports. Et ça, quand on fait une métasynthèse, c'est une étape très importante. Inclusion, exclusion de rapports. Sur la base de certains critères, comme on vient de les définir, pour Nirine, c'était la temporalité, l'aspect sectoriel et tout ça. Après, je reviens sur le critère de qualité des rapports inclus. Du coup, c'est pas nous. L'UNICEF nous a transmis tous ces rapports, donc ils ont été acceptés comme tels. Et c'est vrai qu'à la lecture de ces rapports, on s'est aperçu que certains qui avaient une qualité variable. Du coup, c'est quelque chose auquel on a été confronté lors de l'exercice. Si c'était à refaire, ou bien je sais que ça se fait peut-être dans d'autres types d'exercices, il est possible de faire une revue qualité de ces évaluations avant leur inclusion dans la métasynthèse. Certaines organisations ont toute une procédure pour attribuer un score de qualité finalement au rapport d'évaluation, histoire de dire celui-ci est un score de qualité de, je sais pas, 8 sur 10, 7 sur 10, etc. Ça ne veut pas forcément dire que une évaluation avec un mauvais score serait exclue, mais ça veut dire qu'on peut faire une pondération de ce qu'elle apporte au processus en disant que les évidences de cette évaluation un petit peu moyenne, elles vont moins compter que les évidences d'une bonne évaluation. Donc voilà, on peut avoir différentes logiques. Soit on exclut des évaluations qu'on pense de moins bonne qualité, après il faut s'entendre sur l'aspect qualité, soit on a un système de pondération et on dit, eh ben, voilà, toutes les évaluations en dessous de 5, on en tiendra moins compte dans l'objectif de métasynthèse. Voilà. Diapo. Donc là, je vais parler pour un zoom méthodologique sur bibliographie et codage. Voilà. Alors, merci beaucoup, Florence, pour ces points. Et donc, voilà, moi, je reprends ici pour vous présenter les deux étapes suivantes que nous avons, disons, suivies. Donc, comme l'objectif était de rendre ces évaluations et le résultat de ces évaluations plus accessibles, voilà, il y avait une première demande qui a été voilà, de simplement pouvoir avoir une liste de ces évaluations qui serait aussi accessible aux utilisateurs pour voir justement quels rapports ont été inclus dans la métasynthèse. Voilà. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, il a été décidé de créer pour ceci une bibliothèque, ce qu'on appelle une bibliothèque en ligne, en utilisant le logiciel en libre service Zotero, voilà, qui est largement utilisé, que ce soit dans le monde de la recherche, mais aussi justement pour les évaluations et les exercices comme cela. Donc, nous avons décidé de créer cette bibliothèque partagée, de la rendre aussi publique pour qu'elle puisse être mise à disposition, voilà, par la suite des utilisateurs. Et ce qui est bien avec Zotero, c'est qu'on peut aussi toujours ajouter des informations ou même avec la possibilité dans un second temps, ce n'est pas encore là vu que l'exercice n'est pas encore totalement terminé, mais par exemple de joindre au rapport les métasynthèses auxquelles voilà, ils ont contribué. Donc, pour créer la bibliothèque, nous avons défini ce qu'on appelle des collections. Je vous montrerai comment cette bibliothèque, de quoi elle a l'air dans la prochaine diapositive, mais je passe juste par les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés. Donc, les collections, c'est des sous-groupes
de référence. Donc, on a rangé les rapports par sous-groupe et on a décidé, donc ça a été aussi décidé, que la première étape de la métasynthèse, ça serait de faire des synthèses par secteur. Donc, secteur de la santé, secteur de l'éducation, on avait toute une série de secteurs qu'on a couverts avec un nombre voilà, plus ou moins important de rapports par secteur. Et donc, ensuite, une fois qu'il y a eu la définition de ces collections, le travail des codeurs a été, voilà, les rapports ont été répartis par différents codeurs, dans un premier temps les codeurs du CLIR. Et donc, la deuxième étape a été de renseigner les différents champs de cette bibliothèque en ligne. Donc, voilà, inclure les titres des rapports, les auteurs, etc. Donc, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Voilà à quoi ressemble, donc c'est une capture d'écran de cette bibliothèque en ligne, donc qui est disponible. Et on voit sur la gauche, donc la bibliothèque s'appelle MADA Métasynthèse. Et dessous, c'est ce qu'on appelle les collections, donc changement climatique, voilà, et qui sont les différents secteurs. Et donc, dans chaque secteur, on a une série de rapports. Bon, là, c'est une capture d'écran, donc c'est statique, je ne peux pas vous montrer, voilà, mais si vous allez et vous rendez sur la bibliothèque, vous pourrez cliquer sur les différentes collections et voir quels rapports ont été inclus dans la métasynthèse. Donc ensuite, voilà, les codeurs ont ajouté les informations pour chaque rapport, le titre, les auteurs, etc. Et ont aussi ajouté ce qu'on appelle des tags, donc des étiquettes, voilà, qui permettent aussi de chercher les rapports de différentes façons. Donc ça a été une première étape, avec aussi l'idée peut-être de revenir ensuite sur cette bibliothèque pour une fois que la métasynthèse et que les synthèses par secteur sont terminées, de pouvoir aussi les mettre à disposition dans cette bibliothèque. Donc l'étape suivante et diapositive suivante, s'il vous plaît. C'était le codage. Donc, Nirine a mentionné que nous avons procédé à et Florence aussi est revenue dessus, à cette métasynthèse donc qui est en utilisant des méthodes qualitatives et en procédant à un codage des différents rapports. Donc, un codage, c'est-à-dire donc de lire le rapport et de mettre en évidence certains extraits et de leur attribuer un code. Et donc le code, les codes, l'attribution des codes et la définition des codes se fait dans ce qu'on appelle une grille de codage, qui est une liste de codes qui est fait en amont avant de procéder justement au codage des différents rapports. Donc, il y a une grille de codage qui contient des codes principaux, des sous-codes et des sous-sous-codes. Donc, c'est des familles de codes. Je vous montrerai aussi ensuite un exemple et vous rendrez mieux compte voilà, en quoi peut consister exactement un code et des sous-codes. Mais ce qui est important ici, donc dans une première étape pour établir la grille de codage, c'est que le choix des codes doit dépendre justement des priorités du client et des partenaires. Donc dans ce cas-là, c'était de l'UNICEF. Donc la grille de codage a été développée. Donc voilà, prenons en considération le plan stratégique global de l'UNICEF et aussi voilà la gestion stratégique, la gestion de programmes et de projets. Je reviendrai aussi là-dessus, mais une étape, et Florence aussi l'a mentionné, qui a été essentielle, c'était la formation ensuite des utilisateurs à cette grille de codage et surtout s'assurer que les codeurs, pardon, pas les utilisateurs, s'assurer que les codeurs ont une bonne compréhension des codes, par exemple, de qu'est-ce que ça signifie output, qu'est-ce que ça signifie outcome, quelle est la différence. Et donc là, nous sommes passés par plusieurs phases de formation à ce niveau. Donc là, par exemple, pour la grille de codage que nous avons
fait. Donc, les codes, comme je l'ai dit, on voit au plan stratégique de l'UNICEF. Nous avons décidé d'utiliser pour la métasynthèse que nous avons effectuée des grilles Excel, donc tout simplement. Et nous avons donc développé cette grille de codage sous Excel, mais elle peut être aussi développée très bien dans des logiciels d'analyse qualitative qui existent. Il existe de nombreux logiciels. Voilà, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait un prototype d'abord, voilà, après discussion avec Irine, où il nous a justement bien expliqué voilà, les différentes, en quoi consistait le plan stratégique global de l'UNICEF, aussi les différents plans stratégiques ou programmatiques. Et ce qui a été important, c'est que nous avons testé sur 2-3 évaluations, donc sur un secteur qui comprenait 3 évaluations. Nous avons testé cette grille pour voir si elle fonctionnait correctement. Tout d'abord, s'il y avait une bonne compréhension des codes par les codeurs, mais aussi se rendre compte que peut-être certains codes faisaient un peu doublon, que certains codes, voilà, il fallait un peu préciser ce qui signifiait, etc. Et ce que nous avons aussi fait, c'était de prévoir un aide-mémoire, ce qu'on appelait un aide-mémoire au codage, justement à destination des codeurs, dans ce cas-là du CLIR, mais aussi dans la perspective qu'il y ait par la suite peut-être d'autres personnes qui soient impliquées dans cette métasynthèse et qui pourraient bénéficier justement de tout ce travail de formation, de définition de la grille de codage que nous avons fait. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est juste un zoom, un focus sur cette aide-mémoire. Vous voyez sur la gauche une série de codes. C'est juste un extrait de quelques codes. Hein. La grille de lecture, malheureusement, la grille de codage, pardon, je peux pas vous la montrer parce que sur un écran, elle serait tout petite parce qu'elle est considérable, elle contient un grand nombre de codes. Mais là, j'ai fait donc un zoom pour vous montrer, voilà, on avait par exemple le code approvisionnement, on avait le sous-code dans approvisionnement, accès aux infrastructures, aux informations et à des services dotés d'un personnel suffisant. Et à droite, avec les discussions qu'on a eues avec Nirine, avec les différents échanges explicatifs des codes, parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y a pas une bonne compréhension des codes, alors voilà, un code peut être attribué un peu de façon aléatoire, donc il fallait vraiment bien préciser voilà, ce que signifiait et ce qu'il fallait être, ce que doit être inclus sous chaque code et sous-code, sous chaque famille de codes. Voilà, merci. Prochaine diapositive. Donc voilà, ensuite, il y a eu toute cette phase, comme Florence a aussi mentionné, qui était essentielle, qui était la formation des utilisateurs au codage. Donc déjà une formation, voilà, je dirais très technique, par exemple, quelle longueur des extraits il faut coder, qu'est-ce qu'on fait quand un extrait se rapporte à plusieurs codes. Donc toutes des questions très pratiques, techniques, comme ça, c'était la première, je dirais, formation. La deuxième formation, c'est ce que je viens de mentionner, c'était former les utilisateurs sur la compréhension de la grille de codage pour être sûr que tous les codeurs avaient la même compréhension. Et donc, ça a été une formation théorique avec, voilà, on a eu une Irène qui nous a justement expliqué le sens de chaque code par rapport au plan stratégique global de l'UNICEF, aux différentes compréhensions qu'on a à l'UNICEF. Et ensuite, ça a été une formation, comme je l'ai dit, très pratique. Les codeurs du CLIR, sur 3 évaluations, ont fait un premier codage que nous avons revu ensemble avec Florence et nous avons fait des ateliers pour mentionner voilà ce qui devait être potentiellement changé, amélioré, ou ce qui avait, voilà, pas forcément les codes qui avaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément encore très clairs. Et c'était une étape très importante qui a pris beaucoup de temps, mais qui est essentielle. Et si on fait pas ça, et si on n'a pas un bon codage,
voilà, la qualité de la métasynthèse voilà, sera aussi affectée par cela. Donc, prochaine étape, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était juste un exemple de la grille de codage à nouveau et d'un coding qui avait été fait. Donc vous avez, c'est à nouveau un zoom sur la grille de codage parce que elle est trop grande pour être montrée sur une diapositive. Mais donc nous avions dans le bleu clair sur la gauche, bon là on ne le voit pas apparaître, mais c'était le code stratégie. Ensuite, on avait le sous-code qui est dans la colonne bleu foncé, stratégie transversale. On avait le sous-sous-code qui était, par exemple, ici, stratégie transversale, mobilisation de la population, changement social et évolution des comportements. Et donc là, les deux colonnes qui sont ensuite à côté, c'est deux évaluations pour un secteur et voilà des extraits de qui ont été codés sous ce code, donc stratégie transversale, mobilisation de la population, changement social, évaluation des comportements. Je ne vais pas dans la dernière colonne synthèse parce que là, Florence y reviendra. C'est ensuite la synthèse qui est faite de ce coding des deux évaluations ici en question. Mais donc là, voilà, vous avez juste à nouveau un zoom sur un sous-code, mais on en avait la grille de codage était, comme je l'ai dit, assez importante avec une grande série de codes se rapportant à beaucoup d'éléments des projets et programmes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et voilà, donc ensuite, la façon dont a été fait, et Florence va aussi revenir là-dessus, c'était comme je l'ai mentionné, nous avons divisé la métasynthèse tout d'abord en secteurs pour procéder tout d'abord à des synthèses sectorielles. Donc, par exemple, là, et à nouveau, c'est un zoom sur un secteur, celui du changement climatique. Nous avons inclus quatre rapports qui ont été fournis par l'UNICEF ont été inclus sous ce secteur. Et comme vous le voyez, et comme l'a mentionné aussi Florence, on a procédé par binôme, donc par un double codage, avec une évaluation, donc un rapport qui est d'abord codé par un codeur, ce qu'on appelle un codeur principal, donc voilà, qui lit le rapport, qui met des couleurs, et les couleurs, ça rapporte à différents codes qui sont dans la grille de codage. Et ensuite, les extraits qui ont été mis en évidence sont insérés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le fichier Excel, donc des extraits de rapport. Et ensuite, pour le premier contrôle qualité a été fait par une revue par pair, par un deuxième codeur du CLIR. Dans ce cas-là, c'est tous des codeurs du CLIR pour voir si le premier codeur n'avait pas forcément oublié certains codes, parce que voilà, les rapports sont longs, ou si certains codes avaient peut-être été mal codés. Donc ça a été, je dirais, le premier niveau d'assurance qualité du coding. Florence et moi avons joué à ce niveau-là le rôle un peu de superviseur, où nous avons revu certaines grilles, certains donc, fichiers Excel où voilà qui avaient été donc où les codes avaient été renseignés par les codeurs, et nous avons fait des suggestions aussi, par exemple de code qui devrait être changé, d'extrait qui n'était pas forcément, de texte qui n'était pas forcément sur le bon code, etc. Donc, il y a eu ce double niveau d'assurance qualité du codage qui, à nouveau, est essentiel si on veut s'assurer de la bonne qualité des synthèses. Et donc là, voilà, on va procéder justement, je vais repasser la parole à Florence qui va vous présenter l'étape suivante, qui est justement la réalisation des synthèses en elles-mêmes, après avoir procédé au codage. Voilà, donc maintenant, zoom méthodologique sur proprement la synthèse des informations codées dans le tableau Excel. Diapo.
Bon, je passe très rapidement. Je rappelle à nouveau que on se retrouve à cette étape du coup avec un grand tableau Excel qui a plein de textes codés. L'objectif étant maintenant, avec ce tableau Excel et tout ce texte dans toutes ces cellules, de produire un nouveau texte, de produire une synthèse, de reproduire un document narratif qui sera notre métasynthèse. Donc, les grands principes à nouveau de cet exercice, comment on passe de ces cellules Excel pleines de texte à un texte narratif cohérent. Je rappelle qu'à nouveau que ce nouveau texte doit répondre aux questions de recherche et doit en fait faire tout un travail de comparaison des informations, essayer de chercher le fil rouge, comme on l'a souvent dit dans les ateliers de formation. C'est-à-dire, est-ce que ces différents morceaux de texte dans mes cases Excel me disent la même chose ou me disent des choses contraires? Quel est le fil rouge? Qu'est-ce que je peux en apprendre de manière transversale, etc. Donc, c'est toute cette analyse qui consiste à comparer, contraster les informations. Ça c'est le principe méthodologique de base de la synthèse. Diapo. Donc, visuellement, voilà, on a refait à nouveau ici une capture d'écran de notre grille de codage, donc, dont vous a parlé Lucas. Ça, c'est une grille, un zoom sur une grille de codage remplie. Donc, j'ai entouré en rouge le code. Je crois que ici, c'était le code innovation. Et vous voyez qu'on a rempli du texte dans les cases à côté pour ce sous-code innovation, mettons. Et on a maintenant cette colonne synthèse tout à droite. L'idée maintenant, à nouveau, c'est de lire les informations de chaque case Excel, de les analyser et de produire un nouveau texte qui tient compte de l'ensemble de ces informations. À nouveau, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de ces 3 cases dans la 4e case, il s'agit vraiment de faire une analyse, une lecture critique. Qu'est-ce que nous apprend la colonne D? Qu'est-ce que nous apprend la colonne E? Qu'est-ce que nous apprend la colonne F? Au final, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça me dit? Quel est le nouveau sens qui ressort de tout ça? Donc, c'est ce qu'on appelait là, un peu cette synthèse horizontale. À ce niveau, à cette étape de la métasynthèse, on fait une synthèse de code. Elle est horizontale dans notre grille, vraiment dédiée à identifier le fil rouge. L'ensemble des informations, après, qui se trouvent dans cette colonne synthèse, fourniront la matière à l'écriture de la métasynthèse. Diapo suivante. Voilà, c'est un petit peu plus, c'est un zoom un petit peu plus prononcé là pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi ça parle. Donc, à nouveau, le code, c'était innovation. On a eu à analyser 3 rapports. Les codeurs ont extrait du texte de ces 3 rapports en lien avec l'innovation. Donc, dans un cas, c'était innovation au niveau paludisme, pneumonie. Dans l'autre cas, c'était innovation avec les autoclaves dans les formations sanitaires. Et le troisième, c'était une innovation au niveau de la gestion des ressources humaines, des formations sanitaires. Donc, vous voyez, là, on a vraiment des informations très différentes. On parle d'innovations très différentes, parce que les rapports d'évaluation eux-mêmes du secteur santé étaient très différents. Et il faut maintenant réussir à travers l'analyse, à travers la déconstruction peut-être des concepts, ou prendre de la distance par un texte qui fasse sens de tout ça. Et le texte qu'on a finalement réussi à produire ici, c'est de refléter que à travers ces 3 programmes santé mis en œuvre par l'UNICEF sur la période donnée, on trouve différentes formes d'innovation. Donc, une innovation en termes de médicaments, je crois, en termes de technologie et en termes d'organisation des services. Voilà. C'est vraiment à ce niveau, ce type d'analyse, c'est prendre de la distance par rapport au rapport individuel. Ce niveau vraiment de distance, c'est dire qu'est-ce qu'on apprend de manière transversale, quel est le fil rouge, qu'est-ce que je peux en dire, et toute la difficulté va être de ne pas surinterpréter, de ne pas donner la part belle à une évaluation plutôt qu'à une autre, de ne pas oublier des informations importantes. Il se pose toute la question de qu'est-ce qu'on fait si on a vraiment 3 rapports qui disent la même chose et un rapport qui dit le contraire. Comment on traite ces outliers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des informations aberrantes ou très très extrêmes. Voilà, ça c'est tout ce genre de questions quand on fait une métasynthèse doivent être réglées
par les processus d'assurance qualité, en discutant entre nous et vraiment en harmonisant les points de vue là-dessus. Prochaine diapo. Voilà, donc une fois qu'on a réussi à faire cette synthèse de code, comme par exemple je vous ai montré avant sur l'innovation, vient le moment où on fait finalement l'agglomération des différentes synthèses de code. Comme je l'ai dit plus tôt, toutes les cases, toutes les synthèses de code mis bout à bout nous donnent le matériel pour écrire la métasynthèse. Et là commence vraiment un travail de rédaction. Il s'agit maintenant d'organiser les idées dans un plan logique pour répondre à la question de recherche. Il s'agit vraiment d'écrire sur la base du matériel qui est fourni dans la colonne synthèse, écrire un document cohérent, lisible, qui réponde à la question de recherche. Et surtout, un point vraiment sur lequel j'insiste et qu'on a souvent mentionné aux chercheurs, il faut que la métasynthèse que vous produisiez, il faut qu'elle puisse être lue par quelqu'un et comprise par cette personne sans que cette personne ait besoin de lire les rapports d'évaluation. Donc, il faut vraiment ici juger le bon niveau d'information. Vraiment, c'est vraiment le choix du mot près qui donne suffisamment d'informations, qui ne soit pas trop généraliste, mais qu'on ne soit pas trop spécialiste. Donc, c'est vraiment un travail très, très en nuance pour produire ce nouveau texte qu'est la métasynthèse, qui, à nouveau, normalement, doit être lu par le lecteur non averti. Si maintenant la métasynthèse du secteur évaluation, je la donne à lire à ma maman doit pouvoir la comprendre, sachant qu'elle n'a pas lu les rapports d'évaluation, elle doit être en mesure de comprendre ce que je lui dis, simplement avec le choix des bons mots de cette métasynthèse. Diapo suivant. Voilà, une étape qu'on a suivie aussi dans notre méthodologie de métasynthèse, c'est de fournir aux chercheurs un canevas, c'est-à-dire une trame de rapport, afin d'harmoniser la présentation, d'harmoniser la manière de présenter les informations, la structure, si vous voulez. Ça, c'était particulièrement important parce qu'on travaillait avec une grosse équipe et qu'on voulait finalement produire des livrables harmonisés avec les mêmes structures, le même contenu, le même ton de voix. Donc, on a aussi travaillé à un canevas d'ensemble. Voilà. Diapo. J'en viens maintenant à mes deux dernières diapos où on va finalement réfléchir un peu sur les leçons apprises. Et Lucas, je t'invite à commenter aussi si nécessaire. Donc, voilà, une première leçon de cette expérience, c'était par rapport finalement aux rapports eux-mêmes, à leur comparabilité entre eux. C'est vrai qu'on s'est aperçu finalement que les rapports étaient de qualité différente, difficilement comparables, puisque certains finalement n'évaluaient qu'un composant d'intervention, alors que d'autres évaluaient des programmes multisectoriels complexes. Donc, on n'était pas au même niveau. Donc ça a été un petit peu dur à harmoniser. Harmoniser aussi les rapports avec la grille de codage, c'est-à-dire que finalement, on s'est retrouvé avec des éléments qui... Désolée de vous interrompre, mais si vous pouvez être un peu plus Aller plus vite, bref dans un peu votre plus bref. présentation, le temps je suis là, on sont déjà en train de courir vers le temps. Ça marche. Et moi, je passe du coup aux leçons apprises les plus importantes. C'est à nouveau, si je n'en retiens qu'une, c'est que la qualité des synthèses dépend de la qualité des codages. Et qu'il faut vraiment insister sur une bonne compréhension des codes pour que le codeur puisse après faire une bonne métasynthèse. Et prochaine diapo. Voilà, c'était juste pour assister à nouveau sur les facteurs de succès, surtout dans la formation et l'assurance qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Florence. Merci beaucoup à Lucas pour votre présentation en binôme. Je pense qu'on revient encore plus sur ce que vous avez mis en avant, la présentation en binôme comme un moyen d'assurance qualité des différents rapports, des différentes synthèses qui sont produites. Ce qu'on retient globalement, c'est qu'il faudrait faire une différence entre une synthèse et un résumé. La métasynthèse n'est pas un résumé qui, lui, s'apparente plus à un seul rapport
tandis que la métasynthèse, il s'agit de mettre en commun des informations qui sont contenues dans plusieurs rapports. On va également mettre en avant le volet méthodologique qui a été présenté par le docteur Lucas avec la création d'une bibliothèque en ligne, la conception d'une grille de codage, la formation des différents assistants de recherche sur l'utilisation de cette grille, le remplissage euh, des évaluations dans la bibliothèque et la supervision en binôme. Vous avez longuement insisté dessus. Voilà, comme l'une des stratégies pour pouvoir garantir une assurance qualité, une métasynthèse de qualité. Donc, dans le cadre de cet exercice, nous avons eu l'immense honneur d'avoir euh, une assistante de recherche qui a travaillé sur la métasynthèse, qui a découvert cet exercice et probablement qui a fait face à des défis, qui a rencontré des challenges. Je lui donne la parole tout de suite pour qu'elle puisse présenter très brièvement, puisque le temps est en train de nous tenir à la gorge, de présenter les différents défis, de partager son expérience dans la réalisation d'une métasynthèse. Madame Awa, Abba, vous avez la parole. Merci. Merci Francine et merci à tous les panélistes également pour ces présentations très intéressantes. J'étais très concentrée. Alors, comme Francine l'a dit, j'ai eu à participer à ce processus en tant qu'encodeur principal, second encodeur, mais également à la production de la synthèse et j'ai également participé à la construction de la bibliographie sur Zotero. Francine, la prochaine diapositive. Donc, pour faire un petit retour sur ce que j'ai vécu, je vais passer par 3 principaux points. Je vais commencer par les défis que nous avons eu à rencontrer. En tant que premier encodeur, je vais essayer de faire quelques points. En tant que premier encodeur, un des défis qu'on a eu, c'était de savoir qu'est-ce qu'il fallait encoder, qu'est-ce qu'il ne fallait pas encoder en termes de texte. Et là aussi, c'était juste une question d'habitude avec la matrice. On devait apprendre à comprendre le contenu de la matrice. Et en général, la description des codes nous aidait à savoir quelle information extraire. Aussi, dans certains cas, on se retrouvait avec un secteur où on pouvait avoir 2 évaluations en français et une autre en anglais. Donc là, il fallait faire preuve de flexibilité lorsqu'on se retrouve avec une matrice qui a des textes en anglais, des textes en français pour savoir sur quelle langue il faudrait aller. Parfois, on se retrouvait à faire des synthèses en anglais, puis à les traduire. Parfois, on avait plus de textes en français et là, on avançait avec le français en essayant de faire le parallèle en anglais. La vie du second encodeur non plus n'est pas facile parce que dans la première fois, lorsqu'on faisait l'encodage et qu'on passait le fichier Excel au second encodeur, on se retrouvait avec un fichier Excel et une cellule bondée de textes. Et lorsqu'on voulait coder un texte, on se posait la question, est-ce qu'il a codé l'information ou pas? Et on était un peu tyrannisé. Et l'idée qu'on a eue également, c'était lorsqu'on avait le fichier PDF, c'était de souligner le texte avec la couleur, pardon, du code correspondant. Ainsi, le second encodeur, en ayant le fichier Excel et le fichier PDF, pouvait savoir si le premier avait encodé. Et la couleur aussi pouvait lui donner une idée de la famille dans laquelle le texte a été codé. Ça a vraiment changé notre vie en tant que second encodeur parce que c'était vraiment la galère. Aussi, un autre problème qu'on avait eu en tant que second encodeur, c'était lorsque le premier encodeur prenait des extraits de texte, on pouvait avoir des sigles ou bien des abréviations ou, bon, en général des sigles qui revenaient. Et lorsqu'on avait la grille d'encodage pour faire la synthèse, on était obligé de retourner dans le rapport pour essayer de savoir de quoi il s'agissait. Donc là, après une discussion, on s'était dit que lorsqu'on encode un extrait, c'était de s'assurer que lorsqu'il y a un sigle ou une abréviation, au moins entre parenthèses, de préciser de quoi il s'agit. Également, lorsque Mme Florence, je pense, faisait sa présentation, elle parlait de l'importance aussi du fait que ça doit être compréhensible. Donc, en
en copiant des extraits de texte, on devait s'assurer que la personne qui doit faire la synthèse n'ait pas à retourner dans le fichier Excel, dans le fichier PDF, dans le rapport, pour comprendre de quoi il s'agit. Il fallait qu'on s'assure que l'extrait encodé avait du sens. Donc, grossièrement, c'était un peu pour brosser quelques défis qu'on a eu à rencontrer. En termes de leçons apprises, je peux dire que cet exercice a suscité beaucoup d'intérêt à mon niveau et aussi au niveau de mes collègues envers la métasynthèse et également envers la méthodologie, mais aussi envers les différents logiciels qui existaient. Ça a suscité de l'intérêt, de la curiosité pour savoir, pour approfondir nos connaissances. Et j'aimerais également beaucoup souligner cet aspect de la formation qui a été mentionné lors de la présentation précédente. Ces formations nous ont beaucoup aidés à comprendre. Je dirais que c'est un processus vraiment itératif. On avait beaucoup de rencontres avec les formateurs, avec les consultants, et ces rencontres étaient vivement attendues parce qu'on pouvait avoir des débats interminables sur est-ce qu'il faut coder, qu'est-ce que ce code signifie, est-ce que c'est bien fait. Donc, vraiment, cet échange, cette communication nous a beaucoup aidés et nous a permis de pouvoir au moins conduire la mission. Un dernier point aussi au niveau des leçons apprises, c'est le fait que chacun a un rythme d'apprentissage différent. Certains avaient certaines facilités pour comprendre et identifier ce fameux fil rouge dont on parlait, et d'autres mettaient beaucoup plus de temps pour l'identifier. Donc, chacun a son rythme d'apprentissage et également ça dépend des rapports dont nous disposons. Pour certains secteurs, les évaluations peuvent être orientées sur un même objectif. Donc, trouver le fil rouge était plus facile que dans certains secteurs où les évaluations ne portaient pas forcément ne regroupaient pas plutôt les mêmes types de projets. Et en dernier lieu, j'ai mis à part l'apprentissage continu pour faire également le parallèle à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Pour la petite histoire, le premier encodage qu'on avait eu à faire, je dirais que ça nous avait pris entre 2 à 3 jours. C'était vraiment la galère à notre niveau, on ne s'en sortait pas. Et au fil du temps, comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au fil du temps, on s'est rendu compte que finalement, l'encodage, on comprenait au fait le concept de ce que c'était, qu'est-ce qu'on devait faire et ça allait, on sentait vraiment qu'il y avait une forme d'apprentissage. Et également dans mes activités, j'ai senti une différence dans ma manière de lire les rapports, dans ma manière de prendre un rapport d'évaluation lorsqu'il m'est présenté, mais également dans la manière dont j'ai à traiter les informations que j'ai dorénavant. J'ai eu également à utiliser justement l'encodage et la synthèse dans d'autres projets, dans d'autres activités que j'ai eu à conduire. Et ça aussi, c'est pour souligner l'aspect de la formation qui m'a permis en tant qu'évaluateur qui découvrait la métasynthèse, d'améliorer la qualité de mon travail. Donc, en somme, voilà quelques aspects que j'aimerais partager et aussi j'encourage vraiment tous les évaluateurs, les émergents qui découvrent la métasynthèse à s'intéresser à cet exercice qui est vraiment un exercice très constructif. Et merci beaucoup. Merci, Madame Abba. Merci pour ce partage d'expérience. Je retiens, bon, on peut retenir globalement que l'un des facteurs de succès, je pense que c'est l'un des codes qui figure généralement dans la matrice d'encodage. Un des facteurs de succès, ça a été la communication entre les assistants de recherche. Vous n'avez pas hésité à vous réunir constamment pour pouvoir échanger sur vos différents boulots d'étranglement. Donc, et en termes d'apprentissage, on retient qu'il faudrait, en tant qu'évaluateur émergent ou émergé, la métasynthèse n'est pas un exercice auquel il faudrait avoir peur. Ça permet de nous capaciter et voilà. Et on pourrait exercer ces différentes compétences dans d'autres domaines, pas seulement dans le volet de l'évaluation. Donc voilà en gros les différentes présentations dans le cadre de ce panel.
Chers participants, nous sommes très conscients du temps dont nous avons légèrement dépassé. Et on se rend compte dans le chat de vos différentes questions que vous soulevez. Cela marque l'intérêt que vous avez pour cet exercice. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais exhorter nos différents panélistes pour une toute petite capture d'écran. Ça permettra d'immortaliser ce moment afin qu'on se rappelle que nous avons eu dans le cadre de la semaine d'évaluation de partager cette expérience avec notre public. Donc, si vous pouvez juste pour 1 minute ou alors 30 secondes, ouvrir votre caméra, nous afficher votre plus beau sourire. Chers participants, n'hésitez, on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions en quelques minutes brièvement. Voilà. Awa, tu pourras faire la capture. Donc, chers panélistes, la Ben, on peut fermer caméra. le capture d'écran, on peut fermer, on peut libérer l'écran. Et voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, chers participants, il y a une question. Bon, déjà, avec les questions dans le chat, je me rends compte que elles ont été répondues. Je vais donner la parole à Monsieur Arnold. Voilà, Monsieur Arnold, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, et bonjour chers panélistes. Moi, c'est Arnaud Adondé. Je suis au Bénin. Je suis consultant politique publique. J'avoue, je remercie tous les panélistes pour leurs différentes présentations. J'ai beaucoup appris sur la méta-évaluation. Je suis en train de découvrir ce concept. Vraiment, c'est très enrichissant, très intéressant. Je voudrais savoir les résultats, c'est-à-dire le produit fini de la méta-synthèse, la méta-évaluation, est destiné à qui? Est-ce que c'est au gouvernant ou bien c'est à l'organisation? Quand je prends par exemple le cas de l'UNICEF, les résultats obtenus pour ce projet sont destinés à qui? Est-ce que c'est uniquement l'UNICEF qui va l'exploiter pour l'amélioration des nouvelles stratégies et des nouvelles politiques d'intervention dans le domaine? Quand je prends par exemple le changement climatique, les connaissances issues de ces métasynthèses, est-ce que le public cible ou bien le public aura accès à ça? Je voudrais savoir quels sont les canaux de diffusion de ces résultats. Est-ce que c'est seulement l'organisation qui a commandité et cette méta-évaluation qui a juste le droit d'en utiliser, puisque beaucoup de projets sont en train d'être élaborés, beaucoup de politiques sont en train d'être élaborées. Or, les évaluations sont faites pour améliorer les stratégies, pour améliorer les moyens de mise en œuvre de nos interventions, pour pouvoir prendre en compte surtout les effets inattendus observés lors de ces évaluations. Voilà un peu ma petite préoccupation. Je vous remercie. Merci bien. Merci, Monsieur Arnold. Bon, chers panélistes, je pense que peut-être Nirine est le mieux habilité à répondre à cette question, mais les autres panélistes aussi pourraient par la suite renchérir sur la réponse de Nirine. Ok, merci pour la parole donnée. Par rapport à la question,
j'aimerais revenir au contexte, en fait, c'est que tout d'abord, c'est encore une expérimentation. Et les produits en soi, c'est beaucoup plus pour moi la méthode, le protocole pour pouvoir partager la méthode pour faire des métasynthèses. Ça, c'est le produit principal. Le deuxième produit, effectivement, c'est d'utiliser, mettre à disposition. Et là, c'était dans le contexte de ce projet, c'était la conception du programme de coopération de Madagascar, c'est-à-dire dans le design de nos programmes dans différents secteurs, on devait rendre disponibles ces éléments de synthèse pour pour chaque décideur, pour chaque technicien puisse avoir à sa disponibilité ce qui est disponible en termes de bonnes pratiques, ce qui leur donne des alertes sur les facteurs de non-succès d'un projet, par exemple. Donc, c'était d'abord une expérimentation et comment dire, solution à un besoin spécifique dans le temps. Alors, c'était un bon exemple de changement climatique parce que les programmes de l'UNICEF de ce temps-là n'étaient pas, enfin, ça n'engage que moi, hein, que le côté changement climatique, on ne le voyait pas trop. Et dans les évaluations que nous traitons, on ne voit pas tellement de changement climatique, alors que l'agenceur qui est le PNUD était beaucoup plus présent en termes de changement climatique et avait des évaluations sur le changement climatique. Alors, le fait de faire une métasynthèse permettait de rendre disponible qu'est-ce qui se pratiquait, quels sont les facteurs de réussite et les facteurs de blocage pour ce genre d'intervention sensible au changement climatique. Donc, c'est juste pour vous montrer que le métasynthèse, en fonction de tes objectifs, et répondre à des besoins, pas seulement pour l'UNICEF. Alors, l'idée, en fait, c'était de partager cette méthode et comme je rappelle, ce sera de mutualiser la méthodologie et partager à tout public en fonction des utilisateurs. Il y a ceux qui sont dans la programmation, il y a ceux qui sont dans le politique, ceux qui sont dans la budgétisation, ceux qui sont dans les OSC pour suivre comment les choses se passent. Donc, l'idée, c'était de rendre public, à la fois via le Zotero, l'ensemble des rapports disponibles rassemblés en un seul lieu qui est public, l'ensemble des rapports, mais également, là je réponds aux différents canaux, hein, mais également le résultat de ces synthèses-là. Voilà. Et je pense que c'est tout pour moi. À vous. Merci beaucoup, Mireille. Il y a aussi une question bon, très brièvement, on va essayer d'aller un peu plus vite pour Madame Florent. Ils aimeraient savoir quels sont les points que l'on prend en compte dans la synthèse des rapports dans le processus de coding, étant donné que pour le cas de votre mission avec UNICEF, vous avez examiné plusieurs rapports. Je crois que c'est une question de Moussa Doumbia. Monsieur Moussa Doumbia. Donc, quels sont les points qu'on relève du coup? Du coup, c'est tout l'intérêt de cette fameuse grille de codage qu'a présenté Lucas. La grille de codage, c'est donc ce grand tableau Excel où on a défini les codes et les familles de codes et des sous-codes. Et en fait, c'est ça, ce sont ces éléments-là qu'on va aller rechercher dans chacun des rapports d'évaluation, quels que soient les secteurs. Et là, dans la discussion avec l'UNICEF, la décision était que ces codes, en fait,
provenaient du cadre de performance de l'UNICEF, c'est-à-dire un exemple de code, c'était les stratégies, les livrables, la perspective genre, le changement climatique, l'approche une seule Nations Unies, One UN. Voilà, ça, ce sont tout un ensemble de codes qu'on a déterminés ensemble avec NIRIN, qui sont pertinents pour l'UNICEF, puisque ça renseigne sur le cadre de performance de l'UNICEF et des partenaires à Madagascar. Et ce sont tous ces codes qu'on a intégrés dans la grille de codage qu'a présenté Lucas. Et après, on a pris les rapports d'évaluation et on a cherché dans les textes des rapports quel texte correspond à ce code. C'est comme ça, en fait, qu'on va chercher de manière, voilà, chaque code, c'est un travail d'investigation, hein, de détective, de chercher le texte qui correspond dans les rapports à ce code. Parfois, on n'en trouve pas. Parfois, certains rapports d'évaluation sont muets sur certains codes. Merci beaucoup, Madame Florence. En parcourant le chat, je me rends compte qu'il n'y a plus de questions et plus de mains levées. Bon, il y a une question. Bon, dernière question. Est-ce que ce rapport de métasynthèse des évaluations à Madagascar est accessible? C'est une question qui revient le plus souvent. Il y a aussi une question pour Monsieur Lucas. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à la bibliothèque? Bon, c'est juste des questions comme ça qui sont posées dans le chat, peut-être. Deux dernières questions et on pourra mettre fin à ce webinaire. Alors, pour le rapport final, oui, là, je vais laisser aussi peut-être la parole à Nirine. Pour la bibliothèque, je crois que oui, elle avait été faite et donc de façon publique, donc ouverte. Donc peut-être je propose peut-être qu'il y aura. Est-ce que le CLIR pourra envoyer l'adresse aux participants du panel éventuellement? Si c'est une possibilité après de communiquer le lien vers la bibliothèque. Mais pour la métasynthèse, là, je vais laisser Nirine peut-être répondre. OK. Bon, peut-être pour m'avancer un peu plus rapidement, mes collègues pourront aussi compléter. Une fois que pour le moment, avec l'UNICEF, les synthèses ne sont pas encore jusqu'à présent validées. Et une fois que celles-ci seront validées, je pense que la bibliothèque dans Zotero pourra être partagée, vu que l'objectif aussi, c'est de permettre au public, à des utilisateurs, de pouvoir prendre connaissance des différentes évaluations qui ont été conduites à Madagascar. Et voilà. Donc, Nirine, peut-être c'est Jérôme, peut-être pourra être vous fournir encore un peu plus d'informations là-dessus. Merci Francine. Bonjour à tous et félicitations encore pour cette brillante présentation. Et effectivement, sur la carte des produits de la métasynthèse, Oui, alors bonjour tout le monde. Je voulais remercier tous les panélistes, hein. Je crois que ça a été, comme Nirine l'a dit, c'est une expérience qui est à la fois pilote, qui est à la fois éducative et dont l'objectif est de pouvoir, in fine, partager les produits finaux à toutes les parties prenantes. Il faut rappeler que ce travail se situe dans un cadre beaucoup plus général de renforcement du système national d'évaluation au niveau de Madagascar, où on a une série d'activités que le CLIR mène depuis déjà 3 à 4 ans avec l'UNICEF au Madagascar,
il y a un comité national d'élaboration de la politique nationale d'évaluation qui a été mis en place, qui travaillait sur la mise en place du système national d'évaluation. Donc, ce premier exercice avec l'UNICEF consistait à travailler sur une liste d'évaluation, d'en tirer les leçons et de voir ensuite comment est-ce que cela pourrait être reproduit à d'autres évaluations conduites par d'autres acteurs au niveau national, de sorte à avoir une base de données de synthèse d'évaluation qui peuvent être utilisées dans différents exercices de planification et de prise de décision. Donc, c'est un processus qui est en cours et dont cet exercice n'est qu'une première étape. Et donc, nous sommes toujours en construction de cet exercice et dès que les résultats seront approuvés par les différentes parties prenantes, on pourrait mettre ça à disposition des acteurs. Sinon, pour le moment, ce n'est pas encore disponible à tout le monde. C'est disponible pour l'UNICEF, mais ce n'est pas encore ouvert à toutes les parties prenantes. Mais cela va venir un peu plus tard. Merci. Je peux dire un mot? Allô? Allô? Oui, allez-y, monsieur Ropout. D'accord. Non, je voulais juste dire, merci pour les présentations, pour la discussion intéressante. Je pense que pour la plupart des pays que je connais, ou un certain nombre de pays que je connais, la bannière, c'est tout d'abord de trouver des évaluations. Tout d'abord de les trouver, avant de synthétiser, avant de même apprécier la qualité. Il n'y a vraiment pas des systèmes centralisés dans les pays pour archiver des évaluations conduites. Donc, ça, c'est la première remarque. Il faut qu'on redouble les efforts pour rendre disponibles au moins ces rapports pour permettre ensuite ce genre d'analyse, n'est-ce pas? La deuxième chose qui a été déjà dit, et il faut le dire toujours, même ce qui existe, même quand on les retrouve, une bonne partie ne sont pas très utiles pour une synthèse. Soit la qualité, comme a été dit, n'est pas très bonne, ou soit ils ont une validité interne, c'est-à-dire, ils sont très utiles pour la gestion de projet, il faut faire des petites retouches ici, des changements là, mais ça ne représente pas les dimensions stratégiques de l'action globale. Bien sûr, parfois, on peut faire peut-être une agrégation de ces petits changements. Donc, je pense qu'on est confronté par les trois problèmes. Problème d'abord, trouver des documents. Problème 2, qualité des documents, comment juger là-dessus, on l'a déjà dit. Et troisièmement, quel est le type d'information qui est nécessaire vu qu'il y a plusieurs parties prenantes, n'est-ce pas? Ce n'est pas le même besoin de décideurs, de gestionnaires, de praticiens ou de politiciens. Les politiciens, d'ailleurs, ils aiment les anecdotes, pas forcément des statistiques, et les économistes, etc. Donc, félicitations, et je pense que c'est un effort que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt. Mais la chose finale à dire sur ces évaluations, comme a été déjà dit, ils sont très diversifiés. Ils ont évaluation de politique, évaluation de projet, évaluation formative, ex post, n'est-ce pas, de toutes sortes. Donc, d'essayer de vu toutes ces conditions-là et aussi la différence dans le temps temporel, n'est-ce pas, rendre le travail. Donc, c'est un travail important à continuer et je pense que, il faut impliquer autant que possible les usagers pour être sûr qu'on est sur la bonne piste. Et de toutes les façons, à mon avis, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Avant de terminer, peut-être je voudrais mettre un accent particulier sur le rôle que Nirine a joué dans ce processus. Et c'est l'occasion, encore une fois, de dire merci à la confiance de l'UNICEF et surtout cette vision-là de pouvoir travailler sur la synthèse des données, des évidences qui existent dans le pays pour accompagner la prise de décision. Le projet a été intitulé Programme d'accélération de l'utilisation des évidences. Donc, ça vous dit un peu l'ambition qui était derrière et c'est tout à l'actif de Nirine qui a pris l'initiative de ce processus. Et je voudrais aussi
dire un très grand merci à Lucas et à Florence. Comme vous pouvez le constater, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'engagement et de sacrifices pour accompagner les plus jeunes, pour transférer les compétences aux plus jeunes, pour répondre à leurs questions, parfois avec la pression de l'UNICEF sur les délais, tout ça. Donc, véritablement, un très, très grand merci à Lucas et à Florence. Et surtout, un très, très grand merci aux jeunes qui ont vraiment travaillé très dur. Le volume des évaluations, il faut les voir, c'est des rapports très volumineux, il faut aller les encoder, il faut en encoder plusieurs, il faut en encoder en anglais. Bon, ils l'ont dit, ça a été un travail fastidieux et surtout aussi ceux dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sont les évaluateurs émergents de l'Association malgache d'évaluation, qui ont participé à cet exercice. Il faut vraiment saluer aussi leur participation et tout ça, c'est pour dire que ça a été un gros travail de collaboration entre le CLIER, l'UNICEF, l'Association malgache d'évaluation et les experts qui nous ont accompagnés, Lucas et Florence. En tout cas, merci infiniment à tous. Nous espérons que très prochainement, les résultats pourront être mis à disposition. Il y a eu des questions dans le chat comme quelle est la différence entre méta-évaluation et méta-synthèse. Je crois que quand on voit le résultat de méta-synthèse et le résultat d'une méta-évaluation, quand on va lire les rapports finaux, on pourrait très bien voir la différence entre les deux et j'espère que très bientôt, nous serons en mesure de mettre toutes ces informations-là à disposition du grand public. Un grand merci encore à Yann pour sa disponibilité de toujours et merci pour toujours les bonnes questions qui nous amènent à réfléchir et à chercher à faire mieux. En tout cas, merci infiniment à tous les participants et ça a été une grande satisfaction d'avoir cette discussion. Merci.